Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette section, nous allons aborder les techniques exigées par la norme ASME en ce qui concerne la vérification des appareils à ultrasons. Donc, pour assurer l'exactitude des inspections des pièces dans plusieurs secteurs de l'industrie, euh, il est important de pouvoir s'assurer que l'appareillage est en bon état de marche et euh, il existe des méthodes qui permettent de détecter certaines anomalies au niveau de le fonctionnement des appareils à ultrasons qui pourraient donc induire en erreur l'opérateur au niveau de l'évaluation des discontinuités ou même aussi la localisation des discontinuités et la détection des discontinuités. Donc, on comprend donc l'importance de vérifier l'appareil ultrason à intervalles réguliers afin que l'appareil soit en bon état de marche et qu'il ne puisse pas être la cause d'une mauvaise interprétation au niveau de la détection des défauts dans les pièces. Ces vérifications-là, elles sont plusieurs. Nous allons aborder les principales, à commencer par ce qu'on appelle la vérification de la linéarité horizontale. Donc, parlons spécifiquement en premier lieu de la manière dont on s'y prend pour effectuer la vérification de la linéarité horizontale selon la norme ASTM E317, W59 et ASME. Disons tout d'abord que le but de cette vérification-là est de s'assurer que la position horizontale des échos puisse correspondre le plus précisément possible aux distances détectées des réflecteurs dans les matériaux en fonction de l'étalonnage qui a été réalisé au préalable. Donc, pour ce faire, on doit au départ utiliser le bloc étalon IIS en palpeur droit. Donc, on utilise bien entendu un palpeur droit pour faire cette vérification-là. Et on procède à l'étalonnage de la distance en utilisant l'épaisseur du bloc de 25 mm pour une gamme de 250 mm. Et pour l'étalonnage, on utilise le deuxième écho. Donc, on n'utilise jamais bien sûr le premier étant l'écho d'émission. Donc, on utilise la première distance de 25 mm comme premier point d'étalonnage et on utilise le huitième écho à 80%, donc qui doit correspondre à 80% sur l'échelle horizontale pour le deuxième point d'étalonnage. Et on procède à l'étalonnage de la distance. Euh, Lorsque l'étalonnage de la distance est effectué, donc ce que l'on fait maintenant, c'est qu'à partir du deuxième écho, donc le premier, c'est-à-dire à l'écho qui apparaît à 10%, on règle l'amplitude avec le gain d'amplitude à 50%, donc on ajuste l'amplitude, le pic du signal à 50% sur l'échelle verticale et on lit la position horizontale du premier écho qui devrait, en théorie, correspondre à 10% de l'échelle horizontale. Donc, on note en pourcentage la position de l'écho. Et on effectue la même chose à tour de rôle sur tous les échos, donc à 20, à 30, à 40. Donc, à chaque fois, au préalable, on ajuste la hauteur de l'écho, l'amplitude à 50%, et on lit à l'écran la position exacte en pourcentage de l'écran, la position de chacun des échos. La position selon le pourcentage de l'échelle horizontale de chacun des échos est ensuite enregistrée dans un tableau. Donc, vous avez par exemple le numéro de l'écho, le numéro 1, dans l'écho qui doit correspondre à 10%, et là, vous voyez des exemples de résultats, 10% de l'échelle, et vous avez la position des échos, de chacun des échos apparaissant par la réponse du signal sur le bloc IIS étalonné à 250 mm de gamme, la position de chacun des échos. Donc, dans l'exemple qui est présenté à l'écran, on a une situation parfaite. Donc, chacun des échos
est positionné exactement à l'endroit où ils doivent être. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100%. Donc, c'est ce qu'on devrait voir à l'écran lorsqu'un palpeur droit est déposé sur un bloc de 25 mm d'épaisseur dont la gamme est à 250. Donc, vous avez la situation idéale ici, donc qui démontrerait que la linéarité horizontale de l'appareil, elle est parfaite, aucune anomalie du côté de la linéarité horizontale. Il est aussi possible, bien entendu, de transposer ces résultats-là sur un graphique. Donc, vous avez ici en axe vertical le numéro des échos, donc le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et pour chacun d'eux, représenter la position sur l'échelle horizontale. Donc, vous êtes en mesure d'observer le premier point du premier écho, le premier résultat, 10%, et ainsi de suite. Et lorsqu'on relie les points entre eux, on a une droite parfaite, où on peut constater que la linéarité horizontale, elle est ici parfaite. Deuxième type de vérification d'appareillage, la linéarité verticale. Donc, la linéarité verticale concerne l'amplitude. Donc, la linéarité horizontale concernait, comme on l'a abordé tout à l'heure, la position des échos. Cette fois-ci, on se préoccupe et on va vérifier l'amplitude des échos, si elle correspond bien à l'étalonnage qui était fait en fonction des différents réflecteurs. Donc, nous allons voir comment on procède pour vérifier la linéarité verticale. Donc, première chose à savoir pour vérifier la linéarité verticale, c'est qu'on doit recourir à une pièce spéciale en aluminium ou en acier, peu importe, dans lequel il y a deux trous de perforés sur un des côtés de la pièce. Et les deux trous ont des profondeurs différentes, telles qu'il est représenté sur l'image que vous voyez. Donc, les trous ont le même diamètre, ils sont à une profondeur différente par rapport à la surface du haut, et en plus de ça, ils ne sont pas percés à la même profondeur. Donc, c'est la condition de base pour être capable de procéder à la linéarité verticale. Il faut disposer d'un bloc qui soit configuré exactement tel que représenté à l'écran. Ensuite, en utilisant le bloc que j'ai présenté à à la diapo précédente, nous allons recourir à un palpeur droit que nous allons déposer sur la face du dessus. Et le signal va être dirigé de telle sorte qu'une partie du faisceau va réfléchir sur le trou supérieur, qui est aussi creusé moins profondément, et une autre partie du faisceau va quant à lui réfléchir un peu plus loin en profondeur sur le trou qui est creusé plus profond. Donc, on devrait donc s'attendre à voir à l'écran deux signaux, deux échos correspondant à chacune de ces réflexions, et l'appareil va être étalonné de telle sorte à ce qu'on ait un écho qui arrive avant. Donc, autrement dit, le trou supérieur va générer un écho qui va arriver à un temps correspondant plus court, et l'écho suit. Il y a un deuxième écho qui va arriver par la suite, correspondant à la réflexion sur le trou qui est situé plus bas. On va avoir donc deux réponses identifiées comme H, HA, qui est la réponse du meilleur réflecteur, qui est le trou le plus long, et HB, qui est l'écho précédent, qui est la réponse du moins bon réflecteur, trou le plus court. Ensuite, selon ce qu'on va faire pour pratiquer à la linéarité verticale, du coup qu'on a généré les deux échos, il faudra jouer sur la position du palpeur de façon à ce que
une partie du signal réfléchisse bien entendu sur l'écho le plus court, qui est aussi le plus haut et qui arrive avant, de façon à ce que cet écho-là, sa hauteur, soit exactement la moitié en hauteur du deuxième écho qui arrive plus tard, qui correspond à la réflexion sur le trou le plus long qui est plus bas. Donc, on va générer deux échos et exactement, dont l'un est le double en hauteur ou en amplitude que le premier. Et en plus de ça, on va aussi jouer sur le gain d'amplitude de façon à ce que l'écho, le premier écho correspondant au trou supérieur, HB, sa hauteur, la hauteur du pic, puisse être à une hauteur d'exactement 30% sur l'échelle verticale et que l'écho correspondant au trou plus bas et plus long, HA, son amplitude puisse correspondre à exactement 60%, donc le double, sur l'échelle verticale. Après coup que vous avez rempli les conditions que j'ai expliquées dans la diapo précédente, c'est-à-dire que votre palpeur est exactement placé de telle sorte à ce que le premier écho HB soit à 30% sur l'échelle verticale et que le deuxième écho correspondant à la réflexion sur le trou inférieur plus long HA est à 60. Donc, le palpeur ne doit pas du tout bouger pour respecter cette condition-là. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler uniquement sur le bouton du gain pour rabaisser la valeur de HB, donc l'écho le plus court qui arrive avant, pour ramener sa valeur à 10%. Et vous notez la hauteur de l'écho HA, sa hauteur, son amplitude, qui devrait être idéalement encore le double, soit à 20. Et vous prenez donc en note la hauteur de l'écho HA. Et vous faites la même chose avec toutes les valeurs de pourcentage d'amplitude verticale de HB, c'est-à-dire ensuite vous ramenez la hauteur de l'écho HB de 10 à 20. Pendant ce temps, HA devrait donc grimper de 20 à 40, idéalement, mais vous mesurez la hauteur, vous lisez la hauteur exacte de l'écho HA, et ainsi de suite. Donc, pour des valeurs de HB de 30, vous devriez avoir 60 pour HA. Ensuite, amplitude à 40%, et vous lisez encore HA, et ainsi de suite, jusqu'à une valeur de HB 50%, où HA devrait approcher le 100%. Donc, autrement dit, on vérifie pour plusieurs valeurs d'amplitude si le rapport HA-HB est toujours du double. Donc, un appareil qui dénoterait une carence en linéarité verticale, l'appareil réagirait de manière à ne pas être capable de respecter le ratio pour différentes valeurs d'amplitude. Donc, c'est la façon de vérifier la l'unité verticale. Ici, maintenant, c'est nécessaire d'avoir recours à un graphique, donc les résultats prélevés à l'étape précédente, donc pour chaque valeur de HB d'amplitude, la valeur de HA qui est lue. Par ensuite, vous reportez les résultats sur un graphique, donc les valeurs de HA en pourcentage d'amplitude sur l'axe vertical et les valeurs de HB d'amplitude sur l'échelle horizontale du graphique. Et chaque point correspondant, comme par exemple lorsque la valeur d'amplitude de HB a été ajustée exactement à 10% d'amplitude, on est allé lire HA et vous voyez que ça a donné 20%. Donc HB 10, le point 10, 20. Et là, on reporte chacun des résultats, donc on devrait avoir en principe 5 points pour des valeurs de HB de 10, 20, 30, 40 et 50. Donc, vous voyez que le dernier point est bel et bien à HB 50 et qu'idéalement, on devrait donc en voir le double, donc une valeur de HA à 100% d'amplitude. Donc, ensuite,
on trace une droite qui relie les points, ou la meilleure droite. Si les points ne sont pas tout à fait alignés, on trace une droite passant par l'ensemble des points sur le graphique. Étape suivante, nous allons maintenant définir les limites dans lesquelles la droite qui a été tracée précédemment doit être contenue. Donc, nous allons dessiner une enveloppe. Et si la droite est contenue dans l'enveloppe, on a une linéarité verticale acceptable. Si la droite que nous avions tracée, une partie de la droite, sort à l'extérieur d'une enveloppe, nous faisons face donc à un manque, une carence en termes de linéarité verticale. Et cette enveloppe-là, elle correspond, vous la voyez à l'écran, donc vous voyez la droite au centre et vous voyez de chaque côté de la droite des limites à gauche et à droite. Donc l'enveloppe à l'intérieur duquel se trouve la droite. Et l'enveloppe correspond à elle est définie selon des points bien définis. Donc vous voyez le côté gauche de l'enveloppe, il est défini par 3 points, soit pour des valeurs de HA de 11 et HB de 0. Et vous avez un deuxième point qui arrive un peu plus loin au centre de la droite à 29,60. Donc HB 29, HA 60. Et un troisième point qui est défini à 44, 100. HB 44, HA 100. De l'autre côté, vous avez HB 56, HA 100. Vous avez HB 31, HA 60. Et le dernier point tout à fait en bas, qui est défini à HB 6, HA 0. Donc, on relie, vous voyez, c'est comme ça qu'elle a défini l'enveloppe, et la droite, dans mon exemple, est bel et bien à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, la linéarité verticale, elle est acceptable. Autre type de vérification d'appareillage soumis aux normes, la résolution proche et la résolution éloignée. Donc, ce que vous avez ici, c'est une représentation d'un bloc de calibration en vue d'effectuer la vérification de la résolution proche ainsi que de la résolution éloignée. Il faut d'abord rappeler qu'est-ce que la résolution, telle qu'on l'a vu au chapitre 5. La résolution, c'est la capacité du système de distinguer deux échos provenant de deux réflecteurs rapprochés. Donc, on sait que lorsqu'il y a deux réflecteurs qui sont très rapprochés, il y a deux fronts d'onde qui se suivent de très près, qui reviennent au palpeur. Et si le système n'offre pas une résolution suffisante, l'opérateur aura l'impression qu'il y a un seul front d'onde. Il va y avoir un seul écho plus large. Donc, ce qu'on demande au système, ce sont des résolutions qui sont suffisantes pour être capable de distinguer deux signaux. La résolution proche, ça concerne la détection, la distinction d'un écho d'un réflecteur situé très près de la surface de pénétration du son. On sait que la surface de la pièce sur laquelle est déposé un palpeur droit génère un écho initial, l'écho électrique ainsi que l'écho acoustique. S'il se trouve qu'il y a un défaut, une discontinuité à quelques millimètres, assez près de la surface, le système risque de ne pas être capable de révéler la présence de la discontinuité. L'écho relatif à cette discontinuité-là va être englobé par l'écho initial. C'est le concept de résolution proche. De la même façon, une discontinuité qui est très près de la surface opposée peut donc être confondu avec l'écho de fond de la pièce, de sorte de ne pas permettre à l'opérateur d'interpréter la présence de la discontinuité. Elle va être confondue avec l'écho de fond. C'est le concept de résolution éloignée. Et pour vérifier si un système et un palpeur, incluant le palpeur, et la machine est capable de fournir une résolution acceptable, on utilise ce bloc.
C'est un bloc en aluminium ou en acier, généralement en aluminium. Donc, vous avez une représentation vue de profil dans l'image de la partie supérieure de la diapo. Et vous avez de représenter à travers le bloc 6 perforations circulaires qu'on voit de profil. 3 de ces 6 perforations sont creusées dans la partie inférieure, dans la partie épaisse du bloc, sur la paroi du bas, et 3 autres perforations qui sont pratiquées sur la partie mince du bloc, aussi dans la partie inférieure. Vous avez une vue de plan du bloc, donc avec la représentation des 6 perforations qui va permettre à l'opérateur de faire la vérification des résolutions proches et éloignées. Disons aussi que les 3 perforations de gauche, celles qui sont pratiquées sur la partie épaisse du bloc, serviront à la résolution éloignée, tandis que les 3 perforations à droite serviront, quant à elles, à la résolution proche. Et à chaque fois, le palpeur est situé sur la face supérieure de la vue de profil. Donc, pour effectuer la vérification de la résolution éloignée, il s'agit simplement de placer le palpeur sur la première perforation, celle qui est complètement à gauche, donc la perforation qui est la plus longue, et l'écho qui va être généré par le fond du trou va être en général facilement distinguable de la partie de l'écho qui, elle, va continuer son chemin vers le fond de la pièce. Le deuxième trou, qui est moins profond, va faire en sorte que l'écho du fond du trou va être plus rapproché que le trou précédent de l'écho de fond. Et vous avez la troisième perforation dont le fond est beaucoup plus près du fond de la pièce, qui, elle, va être le test ultime. Souvent, les systèmes ne sont pas capables de distinguer l'écho du fond du trou de l'écho du fond de la pièce parce qu'on voit que les distances sont assez courtes et donc que les échos sont très près et souvent elles sont confondues. Les 3 autres trous à droite, comme je l'ai dit, servent à la résolution proche. On place les palpeurs sur le dessus et le trou qui est complètement à droite va en général fournir une résolution assez acceptable parce que la distance entre le fond du trou et la surface supérieure de la pièce est assez grande, de sorte que les échos sont assez éloignés. Et donc la résolution, en général, les systèmes sont très capables de distinguer les 2 échos. Vous avez le trou du milieu, un peu plus à gauche, qui va faire en sorte que l'écho du fond, l'écho de surface de la pièce, là je parlais de l'écho de la surface de la pièce, et l'écho de fond du trou va être un peu plus proche, donc une résolution, ça va demander au système une résolution plus élevée. Et finalement, vous avez le trou le plus long. On voit que le fond du trou est beaucoup plus près de la surface et fait en sorte que ça demande une résolution suffisamment grande pour être capable de distinguer les 2 échos, soit de surface et du fond du trou. Donc, c'est la méthode utilisée pour faire la résolution proche et résolution éloignée. Cette image permet de mettre un peu plus en évidence les différences, les distances. On voit que pour les résolutions de la surface éloignée, il y a des traits qui permettent de mieux constater les différences de distance entre le fond du trou et le fond des pièces, donc qui correspond donc à la distance entre les échos. Et vous avez la même chose du côté des 3 trous qui servent à la résolution proche. Donc l'image que vous voyez ici représente ce qu'on observe à l'écran d'une machine à ultrasons lorsqu'un opérateur effectue les tests de résolution proche ainsi que de résolution éloignée. La partie gauche de l'image concerne la résolution proche. Le premier écho que l'on aperçoit correspond à l'écho frontal du signal. Et tout de suite après, l'écho qui est représenté en pointillé représente l'écho d'un des trous qui servent justement à mesurer, à vérifier la résolution proche. Et le critère pour dire à l'opérateur que la résolution elle est acceptable,
il faut d'une part que la hauteur du signal de l'écho du trou atteigne 80%. Donc, l'opérateur maximise le signal le mieux possible avec le palpeur. Et ensuite que le signal est maximisé, il ajuste l'amplitude du signal du fond du trou, donc l'écho en pointillé, à une valeur d'exactement 80% sur l'échelle verticale de l'appareil. Et ensuite, l'opérateur va vérifier l'intensité du signal qui sépare les deux échos. Donc, sur l'image, il est indiqué que cette intensité-là, un peu une espèce le fond de la vallée, si on peut dire, entre les deux échos. Si mettons que les deux échos, ce sont deux montagnes. Entre les deux, vous avez le fond de la vallée. Donc, il faut que, pendant que le signal de l'écho soit 80%, on considère que la résolution entre les deux échos est suffisante quand l'intensité dans la vallée entre les deux échos ne monte pas plus haut que 20%. Donc, il faut qu'il soit à 20% ou moins. Donc, si par exemple, l'opérateur n'est pas capable de faire descendre plus de 20% l'intensité du signal entre les deux échos, on va juger que la résolution n'est pas acceptable, qu'elle est insuffisante. La partie droite de l'image montre quant à elle la situation en vérification de résolution éloignée, c'est-à-dire que là, on va vérifier si l'écho du fond de la pièce est suffisamment séparé de l'écho d'un des fonds du trou qui sont creusés sur cette surface-là. Et les mêmes critères s'appliquent, c'est-à-dire que l'opérateur va maximiser le signal du fond du trou, ensuite ajuster l'amplitude à 80% et vérifier si la vallée entre les deux échos descend en bas de 20% pour juger que la résolution elle est acceptable. Donc, c'est la façon dont on procède pour mesurer la résolution proche et la résolution éloignée. Donc, ce que vous avez ici, c'est tout simplement un résumé de ce que j'ai expliqué au niveau de la procédure de résolution éloignée dans la diapo précédente. Donc, on place le palpeur sur la section épaisse du bloc qui concerne la résolution éloignée. On commence toujours par le trou qui est le plus long, donc autrement dit, pour lequel la résolution va être la résolution va être la moins sévère, c'est-à-dire que la distance entre le fond du trou et le fond de la pièce est la plus grande, là où on a plus de chances de démontrer une bonne résolution. Et on passe ainsi de suite au trou suivant qui est un peu moins profond, jusqu'à temps où on fait un essai sur, on obtient finalement une résolution insuffisante sur le dernier trou. Donc ici, vous avez une autre image qui résume elle aussi ce que j'ai expliqué deux diapositives précédemment. Cette fois-ci, cette image-là est un peu plus complète, un peu plus représentative de ce que j'ai expliqué dans la partie résolution éloignée, donc la partie droite de l'image. Vous avez l'écho du fond du trou qui est en hachuré, ainsi que l'écho qui est complètement à droite sur l'image, qui représente l'écho de fond. Donc, avec la vallée qui sépare, on voit que l'amplitude n'atteint pas 0%. Notre critère, c'est 20%. Nous allons maintenant aborder la dernière vérification d'appareillage que la norme ASTM exige d'effectuer à intervalles réguliers au niveau des appareils ultrasons, en l'occurrence l'ouverture du faisceau. Donc ici, je vais expliquer de manière détaillée la procédure employée pour en arriver à mesurer de manière expérimentale l'angle d'ouverture d'un faisceau. J'ai déjà enseigné au chapitre 3 qu'un faisceau ultrasonore, ce n'est pas un rayon laser, ce n'est pas parfaitement focalisé. Les faisceaux ultrasonores, normalement, ont une divergence. Donc, ils ont un certain angle d'ouverture, un peu comme la lumière d'une lampe de poche. Donc, est-il possible de mesurer, on sait de mesurer expérimentalement l'ouverture du faisceau, on sait qu'on peut théoriquement déduire l'angle d'ouverture d'un faisceau à partir, entre autres, du diamètre du palpeur ainsi de sa fréquence, à travers une équation qu'on a vue au chapitre 3, mais il est aussi possible de le mesurer. Je vais faire ici un exemple avec un palpeur d'angle de 60 degrés et tenter de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc,
Au préalable, ce qui est nécessaire d'avoir pour faire cette mesure, c'est un bloc spécialement conçu euh, pour être capable d'obtenir l'angle d'ouverture du faisceau. Euh, donc, ce bloc, tout simplement, est muni de 3 perforations, 3 trous pratiqués à des profondeurs différentes, tel qui est indiqué sur l'image. Ce que ça prend aussi, c'est une feuille de papier dans laquelle on va représenter à l'échelle exacte le bloc, la surface ainsi que la position, la profondeur exacte de chacun des 3 trous. Donc, il est absolument nécessaire que le dessin puisse être à l'échelle du bloc en réalité. Et pour effectuer la mesure, j'ai représenté aussi la position d'un palpeur d'angle. Donc, le faisceau ultrasonore du palpeur d'angle est dirigé sur le premier trou que vous voyez, le trou supérieur. Donc, on sera en mesure de voir un signal sur l'écran de l'appareil correspondant à la première perforation du haut. Donc, le principe de la méthode consiste à mesurer le déplacement latéral du palpeur de manière à faire en sorte que, alternativement, les bords gauche et droit du faisceau ultrasonore puissent être alignés avec le trou. Donc, vous voyez sur le croquis en A le palpeur positionné de telle sorte à ce que le centre du faisceau soit aligné sur le trou. À ce moment-là, la réponse du signal sur l'écran, donc la hauteur de l'écho sera à son maximum. Si on déplace le palpeur tel que représenté en B vers la gauche, c'est donc dire que c'est le bord droit du faisceau qui sera enligné sur le trou. Et si on fait en sorte qu'on déplace le palpeur jusqu'au moment où la réponse du signal chute de 6 dB, ou autrement dit que la hauteur de l'écho sur l'échelle verticale de l'appareil descende de moitié par rapport à la hauteur du signal au moment où le faisceau, le centre du faisceau est aligné sur le trou, euh, ça voudra dire que le bord du faisceau est exactement aligné sur le trou. Et si on mesure le déplacement que l'on a fait sur le palpeur, ce déplacement-là correspond à la distance horizontale entre le centre du faisceau et le bord droit du faisceau. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc en déplaçant le palpeur vers la gauche, on réussit à aligner le bord, c'est-à-dire vers la droite, on réussit à aligner le bord gauche du faisceau et on mesure le déplacement qui correspond exactement à la distance entre le centre du faisceau et le bord gauche du faisceau. Donc, j'ai ici par écrit résumé un peu ce que j'ai expliqué à la diapo précédente au niveau de la procédure et au niveau du déplacement du palpeur qui va faire en sorte qu'on ait la largeur totale du faisceau correspondant à la réflexion sur le point supérieur. Pour encore plus de clarté sur la procédure, j'utilise ici une nouvelle image où je représente la pièce telle que je l'ai présentée quelques diapos auparavant. Donc le bloc avec les 3 trous perforés à différentes profondeurs. Et vous avez le palpeur et le centre du faisceau parfaitement aligné sur le premier trou. Et en bas, j'ai représenté l'écran de l'appareil avec l'écho correspondant. Donc, on voit que l'écho est assez élevé. Donc, lorsqu'on fait la méthode, on place l'écho à 80 ou 90% lorsque le signal est maximisé. Donc, ça représente le point de départ. Maintenant, on déplace le palpeur vers la gauche de manière à enligner le flanc droit du faisceau vis-à-vis le trou. Donc, les pointillés représentent les flancs du faisceau
Et on sait que le flanc, par exemple, le flanc droit du faisceau est aligné sur le trou parce que on constate une baisse de moitié de l'écho. Donc, on déplace le palpeur jusqu'à temps que l'écho est exactement rabaissé de moitié par rapport à sa hauteur initiale. Et on mesure le déplacement du palpeur. Donc, pour nous aider, avant le déplacement, on peut faire un repère directement sur la pièce, donc représenter la position du point d'émergence au moment où ce que le palpeur, où ce que le faisceau, le centre du faisceau est aligné vers le trou. On déplace le palpeur vers la gauche jusqu'au moment où ce que le signal baisse de moitié. On refait un nouveau repère à la nouvelle position du point d'émergence et on mesure simplement avec une règle la distance entre les deux repères. Donc ça correspond à la largeur de la moitié du faisceau, soit entre le centre et le bord droit du faisceau. Donc, je rappelle que nous avons représenté sur une feuille de papier le bloc ainsi que les trois trous. L'espacement entre les trois trous sur la feuille correspond exactement à l'espacement en réalité sur le bloc. Et on représente par un point la distance, autrement dit la position du flanc droit par le déplacement que l'on a effectué précédemment du palpeur. Donc, on représente le point à une distance correspondant au déplacement à droite du point sur la feuille. On répète l'opération, mais cette fois-ci en déplaçant le palpeur de l'autre côté, donc en déplaçant vers la droite, de manière à cette fois-ci aligner le flanc gauche du faisceau vers le trou. Et on procède exactement de la même façon, c'est-à-dire que à partir du moment où le faisceau a baissé de moitié, on arrête de déplacer le palpeur, on trace au crayon un repère vis-à-vis le point d'émergence et on remesure la distance entre le point de repère qui avait été tracé précédemment au moment où le centre du faisceau est aligné sur le trou avec le nouveau repère correspondant au déplacement vers la droite. Et cette distance-là correspond à la largeur de l'autre moitié du faisceau à la hauteur du premier trou de référence. Et de la même façon qu'on l'a fait avec la première distance, lors du déplacement vers la gauche du palpeur, on représente par un point sur la feuille ce déplacement-là ce deuxième déplacement du palpeur, cette fois-ci vers la droite, par un point à gauche du trou de référence, de manière à représenter la position du flanc gauche par rapport au centre du faisceau. On répète les opérations pour les deux autres trous. Donc, on va donc obtenir pour chacun des deux autres un point à droite et un point à gauche représentant les positions exactes des bords droit et gauche du faisceau. Et là, on constate qu'il y a un certain alignement des points à gauche et des points à droite. Finalement, on termine la procédure en joignant ensemble par une droite, la meilleure droite, passant par l'ensemble des trois points à gauche. Et on fait la même chose avec une deuxième droite, qu'on passe par l'ensemble des trois points à droite. Et l'angle, donc on voit que les deux droites n'ont pas ne sont pas parallèles. Ils représentent le faisceau et l'angle entre les deux droites devrait correspondre exactement à l'angle réel du faisceau obtenu expérimentalement à l'aide d'un bloc et d'une feuille de papier.